L'histoire commence par la mort d'une femme maléfique, considérée comme justement punie selon la loi stricte de la jungle, où seul le plus fort survit. Au même moment, une autre jeune fille se retrouve propulsée dans le monde des hommes bêtes et devient soudainement la mère de 4 enfants à l'apparence de serpents. Et pour couronner le tout, elle est courtisée par un homme bête à la peau sombre. La première chose que la fillette vit et entendit en ouvrant les yeux, ce furent les voix d'enfants inconnus, et elles n'avaient pas l'air très amicales. À leurs paroles, Osh il la traitait de femme terrible. Elle comprit qu'il n'était manifestement pas ravi d'apprendre son réveil. Mais ce qui bouleversa encore plus les enfants, c'était que la fillette, contrairement à leurs attentes, soit toujours en vie. La sensation suivante fut un mal de tête insupportable, conséquence d'un coup violent. Cependant, elle remarqua presque aussitôt quelque chose d'étrange. La blessure sur sa poitrine avait mystérieusement disparu, comme si elle n'avait jamais existé. En voyant le sang sur ses mains, la jeune fille comprit que la blessure à l'arrière de sa téquette était grave et qu'il ne fallait surtout pas plaisanter avec ça. Comme il n'y avait personne d'autre que ses enfants aux alentours, elle décida de découvrir au moins une chose. Qui ils étaient. L'un d'eux semblait un peu compatissant, tandis que l'autre tenait déjà la pierre, au cas où elle s'avérerait utile. Lorsque Beiji voulut se présenter et nomma son frère Xi-Ching, il lui ordonna sèchement de se taire, soupçonnant une ruse. La jeune fille, qui avait la tête qui tournait, n'y tint plus, éleva la voix et demanda directement qui elle était. Si-Young apprit donc son nom de Beiji, tandis que son frère continuait obstinément de la traiter de femme horrible. Elle ne savait pas si elle devait qu'être plus surprise par sa propre amnésie ou par le fait qu'on la considérait comme mauvaise et méchante. De plus, elle n'avait aucune idée d'où elle se trouvait, car son dernier souvenir était celui d'une véritable apocalypse. Se souvenant de ce moment, elle a supposé que l'explosion était responsable, après quoi sa vie a clairement pris un mauvais tournant. Après avoir analysé la situation, Xi-Yen en vint Mkame à penser qu'elle avait miraculeusement effectué un saut dans le temps. Mais plus tard, une autre pange lui vint à l'esprit. Elle avait lu un jour un roman sur des enfants et une mire triste cruelle. Dans cette histoire, il y avait 4 enfants à l'apparence de serpents, et ils étaient les personnages principaux de toute l'aventure. Et la fin était triste. Au final, ce sont littéralement ses propres enfants qui ont conduit cette mire à sa perte. Autrement dit, ces 2 petits catrés devant elle pourraient théoriquement lui fêter la vie un jour. Comprenant que son destin dépendait d'eux, la jeune fille se précipita soudain pour les serrer dans ses bras. Si-Ting, sans se caisser de la traiter de femme maléfique, lui lança aussitôt une pierre, l'empêchant de s'approcher davantage. À ce moment-là, Tien n'y tint plus et se mit à leur crier dessus, oubliant tout le reste au monde. Mais, en regardant à nouveau les enfants, elle se tut brusquement, se souvenant de leur destin tragique dans le roman. Ils menaient une vie difficile. Ils étaient battus à tel point qu'il ne restait aucune trace, car sinon il aurait été plus difficile de vendre la marchandise. Ces souvenirs firent involontairement monter les larmes aux yeux de la jeune fille, car l'image était trop cruelle. Avant que Sien ne reprenne conscience, les enfants décidirent de s'enfuir le plus loin possible d'elle. En regardant ses mains, la jeune fille réalisa que dans ce corps, elle avait vraiment été une mère épouvantable. Heureusement, avec la vie, ses capacités sont revenues, sinon elle serait morte d'hémorragie depuis longtemps. Sa première tâche consistait donc à observer attentivement les environs. En sortant de la grotte, Sien fut émerveillée par la multitude de plantes dont elle n'avait fait que erkevser dans ce monde apocalyptique. Il s'avéra qu'elle était tombée dans une société primitive d'hommes-bêtes, où la différence entre eux était simple, homme ou femme. Ici, chaque brin d'herbe et chaque arbre sont immenses. C'est ainsi que ce monde était décrit dans le roman. Mais désormais, la priorité principale de la jeune fille n'était plus de se souvenir des romans, mais simplement de survivre. Cependant, cela est presque impossible lorsqu'il y a 4 enfants sournois qui souhaitent sa mort. Pour se distraire, la jeune fille passa toute la journée à ranger la grotte.
Pourtant, pendant tout ce temps, ses enfants ne sont jamais rentrés à la maison, alors même que la nuit commençait déjà à tomber. Siyan décida donc d'aller les chercher elle-même, en appelant leur nom à haute voix. Bientôt, elle entendit la voix de Xiqing lui ordonner sévèrement d'arrêter de crier. Se retournant, la jeune fille aperçut des enfants à l'air sombre qui ne comprenaient sincèrement pas pourquoi elle faisait tant d'histoires. Bien que la fillette fût en colère, elle les appela des lapins et leur demanda où ils étaient allés, car elle leur avait préparé à manger. Beiji fit remarquer avec insulte qu'ils n'étaient pas des lapins, mais des serpents, et que cela, soit dit en passant, était une grande différence. Mais en même temps, ils sont tous deux devenus curieux de savoir ce qu'était ce mystérieux lapin. La jeune fille expliqua patiemment qu'il s'agissait d'un petit animal aux longues oreilles, rapide et un peu d'air frais. King déclara fièrement qu'il avait vu un animal aux longues oreilles et qu'il venait d'être écrasé par un tronc d'arbre. La jeune fille comprit que dans ce monde, il faut saisir toutes les opportunités et demanda qu'on lui indique un endroit. À la surprise générale, Xiqing accepta immédiatement, sans discuter, de leur montrer l'endroit où ils étaient censés avoir vu le livre. Beiji savait qu'il n'avait vu aucun livre, alors il demanda avec surprise à son frère de quoi il parlait. Xiqing expliqua qu'il avait mis au point un plan pour donner une leçon à cette femme perfide. Ayant parcouru une longue distance, Xiyan commença à s'inquiéter car elle était mal orientée dans la région et il n'y avait aucun navigateur. Le livre ne lui parut donc plus si important et elle suggéra aux enfants de retourner à la grotte. Tirant la langue, dont l'aspect avait étrangement changé, Xiqing déclara soudain qu'il pouvait rentrer si elle le souhaitait. En voyant cette langue, la jeune fille se souvint soudain que, par nature, c'étaient des serpents. Et, chose étrange, hier comme aujourd'hui, sa plus grande peur restait les serpents. Pendant que Xiyan réfléchissait à cela, elle ne remarqua même pas que ses enfants disparaissaient discrètement quelque part. 2 lapins russiens l'ont délibérément amené ici. La jeune fille, épuisée, soupira et comprit que le chemin vers leur confiance serait long et sinueux. Pensant que les enfants se cachaient quelque part non loin de là, Xiyan cria qu'il était temps de rentrer à la maison, car elle risquait de rencontrer une bécatée. Et c'est alors qu'en se retournant, elle aperçut un énorme monstre qui lui fit peur. Dans la grotte, Xiqing était satisfait de son acte et pensait avoir bien puni la femme. Soudain, son attention fut détournée par son frère, qui crut d'abord qu'ils étaient entrés par erreur dans une grotte. Lorsqu'ils s'approchèrent de la table, ils n'en crurent pas leurs yeux, car il y avait de la nourriture puis pareille par cette terrible femme. Se souvenant de ces paroles, selon lesquelles elle les avait attendus pendant longtemps et avait préparé le dîner, ils comprirent que c'était vrai. Alors que Xiqing soupçonnait un empoisonnement, Beiji avait déjà goûté le plat et l'avait déclaré incroyablement délicieux. Xiqing ne faisait toujours pas confiance à la jeune fille, mais il a fini par y goûter lui aussi et a admis que c'était plutôt bon. Mais il craignait qu'elle n'agisse de façon trop étrange, comme si elle leur tendait un piège. Après tout, elle avait déjà vendu des donchi et des nanmo une fois. Il repoussa donc la nourriture et confirma ses soupçons, pensant qu'elle ne l'avait jamais aimée. Tout le monde savait que les hommes, baptisés à sang-froid et à l'allure de serpent, n'étaient respectés nulle part. MK et leur propre mire les évitaient. Madame Beiji a acquiescé, affirmant que leur prix n'était que celui d'une seule peau. De son côté, Xiyan pensait également du mal des enfants, croyant qu'il voulait la livrer à des animaux sauvages. Mais l'expérience de l'Apocalypse lui avait appris à survivre. Aussi le combat contre l'animal ne lui paraissait-il pas désespéré. On ignore d'où cela venait, mais elle possédait une véritable arme, chose étrange pour l'époque. Certes, elle ne s'en servait pas avec beaucoup d'habileté, et la bête a esquivé les balles. La jeune fille fut surprise car tuer cet animal s'avérait encore plus difficile que de tuer un zombie. Elle a donc commencé à utiliser des lianes pour empêcher la bête de la rattraper. Elle voulait utiliser le pouvoir des arbres pour immobiliser l'ennemi, mais l'énergie du bois était lente et ne pouvait le retenir que pendant un court instant. Pendant ce temps, un homme bâti sous forme d'oiseau l'observait, convaincu que la femme ne serait pas capable de vaincre un tel titan. Assise sur l'arbre, Xiyan comprenait elle-même que tôt ou tard, le monstre finirait par la dévorer.
Elle a donc décidé d'utiliser une technique différente. C'était une lame de fil de fer appelée goutte de sang, une arme blanche légendaire de l'Apocalypse. Elle attendit patiemment jusqu'à ce que la BKT soit tout pris. Et bientôt, d'un seul mouvement brusque, elle parvint à immobiliser complètement le monstre pour toujours. L'oiseau observait la scène, incrédule face à la force de cette femelle. La jeune fille décida de prendre tout ce qui lui serait utile sur la BKT. De plus, elle avait terriblement faim et décida d'aller se rafraîchir. L'oiseau était de plus en plus surpris et ne comprenait pas d'où lui venaient ces choses étranges. La jeune fille considérait que l'apparition d'un tigre blanc signifiait la présence d'autres prédateurs. Après avoir attrapé sa proie, elle décida de quitter les lieux au plus vite. Et après cela, l'oiseau se transforma en un jeune homme qui n'avait jamais vu une telle chasse. Après avoir goûté sa cuisine, il s'est rendu compte qu'elle n'était pas seulement une bonne chasseuse, mais aussi une excellente cuisinière. Musho a MK pense que s'il la trouvait plus jolie, il pourrait peut-être l'apprécier, mais il a rapidement chassé cette pange. Pendant ce temps, la jeune fille, en colère contre les enfants, retournait déjà à la grotte. Sion Itai devenu Mire pour la première fois et n'allait certainement pas tolérer un tel désordre. Dans la grotte, elle vit des enfants effrayés et acculés. MK aimait, s'ils savaient de quoi leur Mire était capable, ils avaient toujours peur d'elle. Mais cette fois, elle les a seulement surpris en leur ordonnant d'aller se coucher rapidement. Cet ordre les surprit tellement que pendant un instant, la peur disparut de leur visage et une sincère surprise apparut à sa place. Alors les frères crurent pressentir si elle les avait vraiment autorisés à dormir sur le lit. Voyant que les enfants ne semblaient pas pressés de bouger, la jeune fille les prit par la peau et les déposa elle-même sur le lit. Sissing a crié qu'elle était folle car elle ne se les avait jamais laissés monter sur le lit auparavant. Sion était outre qu'on la traite de femme maléfique et leur a ordonné de l'appeler Mireille. Elle n'avait toujours pas oublié comment ils avaient abandonné leur mire en pleine nuit, dans la forêt, au hutch elle aurait pu qu'être dévorée par des animaux. Si Kion n'était pas endetté et criait qu'il l'avait laissée en lieu sûr, si seulement elle ne s'était pas perdue, elle, Mkmeu. La jeune fille n'avait rien à répondre à ce reproche, car elle avait en effet erré un certain temps dans la forte, à la recherche de son chemin. Mais elle constata néanmoins que, malgré tout, il était impossible de la laisser seule dans la forêt. Finalement, les enfants terrifiés entendirent les mots qu'ils attendaient depuis le matin. Elle dit qu'elle les punirait. Cependant, par punition, Sion entendait que tous deux dormiraient avec elle dans le lit. Les enfants, s'attendant à une quelconque supercherie, furent très surpris de constater qu'elle s'était tout simplement endormie. Alors, pour la première fois, Beiji pensa que cette femme maléfique n'était finalement pas si mauvaise. Après tout, c'est à ce moment précis qu'il a ressenti pour la première fois la chaleur de son foyer et qu'il lui a murmuré son pardon. Repoussant ses cheveux de son visage, il expliqua doucement qu'il voulait juste lui faire un peu peur. Mais Shiting avait un avis différent et ne comprenait pas pourquoi elle devrait s'excuser. Elle l'avertit qu'elle pourrait les mettre toutes les deux à la porte. Et bientôt, ils quittèrent leur mère dans la grotte, prirent leur proie et leur nourriture et partirent dans une direction inconnue. Sion se réveille avec le soleil qui brillait sur son visage et se précipita aussitôt à la recherche des enfants. Elle fut la première à remarquer que le pot de viande et les peaux d'animaux avaient disparu. Elle supposa alors que les garçons s'étaient encore enfuis et soupira, car qu'être mire n'est vraiment pas facile. À ce moment-là, elle a trouvé un point commun avec cette partie du monde. Si vous voulez qu'être comblé, travaillez de vos propres mains. Mais soudain, elle entendit des voix d'enfants et des pleurs. En sortant de la grotte, la jeune fille aperçut un étranger en colère. Sionai a crié que personne n'avait besoin de ces serpents à sang-froid qui étaient revenus pour voler quelque chose. Si King Taitekatu était Mkem lorsqu'elle lui tira l'oreille, il répéta obstinément qu'il n'avait rien volé. Mais ce comportement ne fit qu'agacer davantage la femme, qui se mit à les frapper. La jeune fille s'est également mise en colère et a décidé que personne ne comprendrait quoi que ce soit sans une bonne correction. Les enfants crurent que ces paroles leur étaient adressées, lorsqu'ils l'entendirent soudain crier sur la femme.
Xiongnae, n'ayant jamais vu une fille aussi protectrice envers les enfants, les laissa même partir, surprise. Mais soudain, la jeune fille en colère l'a attrapée par les cheveux et lui a ordonné de ne pas toucher à ses enfants. Pendant que les femmes tentaient de régler leurs différends, les enfants se cachaient derrière un arbre, à l'abri du danger. Ils avaient l'habitude de penser que la méchante femme ne se souciait pas d'eux, alors ils étaient sûrs que maintenant, cela leur arriverait aussi. À ce moment-là, Si Yen remarqua les enfants derrière l'arbre et réalisa à quel point ils ne lui faisaient pas confiance. Tenant que la femme par les cheveux, elle répéta une fois de plus que ses enfants n'avaient rien volé. La femme a déclaré qu'il lui avait pris ses fruits rouges qui se trouvaient sur une feuille. Et alors la jeune fille réalisa que malgré toutes les accusations, Xiongnae n'avait même pas vu le vol de ses propres yeux. Quand Si Yen l'a levée, elle s'est mise à crier qu'elle était folle et qu'elle avait mal à la tecter. Entre-temps, la jeune fille décida d'enquêter et trouva effectivement une feuille qui sentait la patate douce. À proximité, elle remarqua des empreintes de pas qui ne ressemblaient en rien à celles que ses enfants auraient pu laisser. Et, en les suivant, elle a rapidement trouvé les véritables voleurs. Il s'est avéré que c'étaient de petits ours qui avaient déjà fini de manger les patates douces. La femme apparut aussitôt derrière eux et les reconnut comme étant les enfants de Xiongzhou. Sans cérémonie, elle s'empara des oursons, comme elle l'avait fait auparavant, avec les enfants de Si Yen. Si Yen, indignée, a déclaré que lorsque les coupables seraient retrouvés, la femme devrait présenter ses excuses à ses enfants. Mais elle a refusé et a déclaré que même s'ils n'avaient rien volé, elle n'allait pas s'excuser auprès des serpents. Mais en un instant, sa confiance s'évanouit. Xiongnae remarqua que la jeune fille tramait quelque chose. La jeune fille lui a ordonné de s'excuser à nouveau, et immédiatement après son refus, la femme a reçu un coup de poing dans le ventre. Madame alors, Xiongnae ne comprenait pas pourquoi elle devait s'excuser, puisqu'elle avait passé toute la journée à déterrer des patates douces. Pour ces mots, elle a reçu un autre coup de poing, cette fois au visage. La jeune fille a dit que Zeta suffisait et lui a rappelé que la femme avait calomnié et insulté ses enfants. Déjà effrayée par le comportement de la fillette, la femme s'est agenouillée et a demandé pardon aux enfants. Après cela, elle s'est rapidement éloignée pour que Xi Yen ne puisse rien lui faire de plus. Effrayés par le comportement de leur mère, les frères n'ont pas remarqué qu'ils devaient eux aussi s'enfuir. Mais malgré tous leurs efforts, ils n'y parvinrent pas. La femme se tenait derrière eux et les attrapa. En voyant sa colère, les enfants comprirent que la femme maléfique restait maléfique et n'avait pas changé du tout. Cependant, la jeune fille n'avait pas l'intention de gronder les enfants, mais les conduisit à la grotte et prépara le petit déjeuner. Betty fut surpris de voir que sa mire pouvait utiliser le feu sacré. Seeking n'y voyait rien d'étrange, persuadé qu'un démon l'avait possédé, ce qui expliquait son comportement si bizarre. Pendant ce temps, Tiyen avait fini de préparer le petit déjeuner. Elle appela à manger ses enfants méfiants, qui la traitaient avec prudence. Siting, soupçonnant un empoisonnement, déclara immédiatement qu'il ne mangerait pas. La jeune fille n'essaya pas de les persuader, mais laissa la nourriture à proximité et s'en alla. Les enfants affamés s'approchèrent, attirés par l'arôme délicieux de la nourriture. Incapables de le supporter, ils se mirent à manger, se demandant comment cette femme maléfique avait pu devenir si gentille et cuisiner si délicieusement. La jeune fille revint peu après et les enfants avaient déjà tout mangé. Sion apporta une grosse souche d'arbre et se demanda quoi en faire. Au départ, je voulais fabriquer un seau, mais je n'avais pas l'outil adéquat. Silking se demandait pourquoi elle ne pouvait pas utiliser les wikayogai de serpents laissés par leur pire. La jeune fille se souvint d'un passage du roman et trouva un outil pratique. D'un seul coup, elle coupa facilement la souche en deux. Beiji fit remarquer que son père était très puissant, mais il semblait qu'elle n'aurait pas besoin de cela pour le moment. En observant les Ikai du serpent, la jeune fille pensa que le pire de ses futurs voleurs était probablement lui MKE, un super voleur. Peu après, Sian fabriqua un grand seau et commença à le remplir d'eau. Après cela, elle a appelé les enfants pour aller nager. Sitting a catégoriquement refusé de se laver, déclarant qu'il préférait mourir.
Elle n'a pas réussi à le convaincre, même en le faisant chanter que s'il ne se lavait pas la vaisselle, il n'y aurait pas de données. Comprenant que cela ne servirait à rien avec Xi-Ching, elle se tourna vers un autre frère. Avant que Xi-Ching puisse dire quoi que ce soit, son frère s'est immédiatement dirigé vers le tonneau. Appris ce qu'être la vie, elle enveloppa Beiji dans la peau de la bécatée. Sion admirait son fils, le considérant comme un adorable petit garçon. Pendant ce temps, Xi-Ching observait la scène, mécontent du comportement de son frère, mais décida de garder le silence. La jeune fille décida alors de se laver et, remarquant que Beiji ne la détestait plus autant, tout commença. Pendant son bain, elle ouvrit un grand débarras au Hesh. Il ne restait qu'un seul ensemble de vêtements. La jeune fille n'avait pas d'autre choix que de le mettre, car elle ne voulait pas se promener ainsi. Les enfants étaient émerveillés par la beauté de leur mère, car ils avaient déjà remarqué combien elle était charmante. Alors qu'elle s'apprêtait à aller chercher de l'eau, Si Yen ordonna aux enfants de s'asseoir et d'attendre. Soudain, Xi-Ching l'interrompit, faisant remarquer que la rue était dangereuse à cause des hommes bécatés Embley. La jeune fille, pressée de se laver, oublia qu'il se trouvait désormais dans une tribu comptant beaucoup d'hommes et peu de femmes. Décidant de ne pas sortir pour le moment, elle se mit en ordre. Soudain, elle vit Beiji en larmes, se tenant le ventre. Quand elle lui a demandé ce qui s'était passé, il la serrit dans ses bras et lui a dit qu'il était probablement en train de mourir et lui a demandé de ne pas l'oublier. Sion, ne comprenant rien, demanda une explication normale. Le garçon a déclaré que des vers étaient apparus dans ses selles. En s'approchant, la jeune fille remarqua que les hommes bécatés buvaient de la viande crue et de l'eau et que les vers étaient donc monnaie courante. Prenant le garçon sur ses épaules, elle lui demanda de ne pas avoir peur et lui dit qu'elle allait l'emmener chez le chaman. Pour Beiji, cela semblait qu'être une perte de temps, car s'il n'avait pas encore atteint le niveau du cristal vert, les vers pourraient le tuer. La jeune fille irritée cria qu'il ne mourrait pas. Ils arrivèrent bientôt chez le chaman, et la jeune fille expliqua qu'elle était venue chercher un remède contre les vers. La femme ne la comprenait pas, car elle avait amené un bibi homme-serpent et était vactuée de façon étrange. Elle a toutefois déclaré qu'elle ne soignerait pas le garçon et lui a ordonné de rentrer chez lui. Sion était prête à sacrifier n'importe quelle peau pour la santé de ses enfants sans hésiter. La chamane expliqua que ce n'était pas un refus de sa part de soigner, mais qu'il n'y avait qu'un seul moyen de guérir la maladie. Elle a ajouté que pour ce faire, elle devait atteindre le niveau du cristal vert le plus rapidement possible. Comprenant que cela ne servirait à rien, la jeune fille promit à son fils de trouver El-Mkemmi le remède. Cependant, de retour à la grotte, Xian ne pouvait oublier les paroles du chaman à propos du cristal vert et réfléchissait à la manière de l'atteindre. Alors qu'elle marchait, elle a failli se heurter à un homme-bête qui est soudainement apparu sur le chemin. Il se demanda, d'un air sournois, si elle voulait s'accoupler avec lui. La jeune fille, absorbée par ses propres pensées, le repoussa brutalement sans même se retourner. Seul Beiji semble avoir reconnu en cet homme Tyson, le premier guerrier de la tribu Yangxiang. Poursuivant leur voyage, Xian regrettait de ne pas vivre dans le monde moderne, car les vers auraient disparu depuis longtemps. Mais finalement, elle se souvint qu'elle avait étudié la botanique à l'université et se rappela quelque chose à propos des plantes contre les vers. Pour mieux réfléchir, elle s'est mise aux tâches ménagères et cela a duré jusqu'au soir. Sising à MK me suggéra que la méchante femme avait oublié son frère car elle avait passé toute la journée à nettoyer et à transporter de l'eau en silence. Beiji fit remarquer avec insulte qu'elle ne pouvait pas l'oublier et qu'elle était itogne de ses efforts. C'est à ce moment-là que la jeune fille se souvint que les graines de citrouille pouvaient aider à guérir la maladie. Après avoir réalisé un schéma, elle a demandé aux garçons s'ils avaient déjà vu une telle plante. Heureusement, Xi-King l'a aperçue en aval et lui a indiqué le chemin. La jeune fille revint bientôt avec un panier rempli de citrouilles, ravie de son butin. Sion a suggéré que tout le monde les mange ensemble pour guérir de la maladie. Les garçons étaient sceptiques, car MKME, le médecin, n'avait pas pu les guérir. La jeune fille prépara du porridge et le donna aux enfants, espérant que cela fonctionnerait. Beiji mangea rapidement la citrouille sans crainte ni scrupule, contrairement à son frère.
Sitiané commença à manger qu'après que la jeune fille ait eu goûté elle-même, avec prudence. Il avait très faim, alors il a tout mangé très vite, en engloutissant presque tout. En quelques minutes, il se sentait mieux, et cette joie était inattendue. La méthode avait fonctionné. Si-an refusa d'y croire et pensait qu'il s'agissait d'une coïncidence, mais la jeune fille n'insista pas. Finalement, Beiji commença à l'appeler Samir et lui demanda ce qu'elle faisait. La jeune fille expliqua qu'elle voulait transplanter des citrouilles dans le jardin et les faire pousser pour les enfants. Ces mots étaient incompréhensibles pour les garçons et ils ne comprenaient pas son plan. Comme toujours, Xiting ne croyait pas à ses idées et demanda à nouveau si la citrouille allait vraiment pousser. La jeune fille était sûre d'elle et affirmait que si d'autres n'y arriveraient pas, elle réussirait à coup sûr. Tenant une citrouille mûre dans ses mains, Si-Yen fit remarquer qu'elle serait perquête actre mange demain. Si-Sien eut été émerveillé par ses capacités et pensait mieux qu'elle pratiquait la magie en contreflant les plantes. La jeune fille expliqua que c'était un secret et que seuls eux deux le connaissaient, leur demandant de garder le secret. Les garçons n'avaient pas d'autre choix que d'accepter, même s'ils n'en avaient pas vraiment envie. À la tombe de la nuit, elle a demandé de l'aide pour une nouvelle idée. Elle souhaitait créer un rideau d'herbe qui puisse être fermé ou relevé selon les besoins. Beiju semble l'avoir complètement pardonné et admiré son intelligence et sa débrouillardise. Cependant, son frère restait méfiant, ce qui a quelque peu tendu leur relation. Si-Yeon décida de vérifier si le garçon allait se coucher en lui posant la question. Elle comprenait qu'elle ne pouvait pas dire la vérité sur la mort de leur mère, elle devait donc gagner leur confiance par ses actes. Si-Ting, tué, refusa de dormir à nouveau dans ce lit, refusant d'écouter. La jeune fille n'a pas essayé de le persuader et lui a dit qu'il pouvait dormir où il voulait. Après cela, elle s'est allongée sur le lit et s'est endormie presque aussitôt, faisant comme si de rien n'était. La petite Sitting se recroquevilla en boule et s'appuya contre la paroi de la grotte. La jeune fille était restée éveillée tout ce temps et avait finalement remarqué que Xi-Ching s'était endormi. Elle le souleva délicatement dans ses bras pour le déplacer dans un endroit plus confortable. En admirant son visage, elle remarqua une étrange habitude. Mkmei, lorsqu'il y a un lit, il dort toujours par terre. Aux premières rayons du soleil, Si-Yen se releva et commença à préparer le petit déjeuner. Elle décida de leur cuisiner à nouveau du potiron pour que les garçons se rétablissent définitivement. En les voyant suivre immédiatement tous ses conseils, elle réalisa qu'il commençait peu à peu à lui faire confiance. Soudain, Beiji s'approcha d'elle et lui demanda encore des médicaments et de la citrouille. La jeune fille se souvint aussitôt qu'elle avait 2 autres fils et supposa que le garçon voulait leur apporter à manger. Si-Yeon accepta donc et se mit à chercher une feuille pour emballer soigneusement le plat. Elle a ensuite commencé à expliquer comment prendre le médicament correctement et à quelle fréquence. Bientôt, les garçons se précipitèrent vers leur frère, pleins de détermination. En passant devant d'autres grottes, ils ont remarqué des personnes en contact physique. Si-Jing remarqua que tous les MVLA de la tribu se tenaient en groupe, pris des autres femelles, mais pas pris de Samir. Voyant son frère distrait, Beiji lui rappela qu'ils étaient presque à rive. La première personne qu'ils remarquèrent était une femme qui se faisait flatter par les hommes. Non loin de là, ils aperçurent leur frère, dont l'un était sur le point d'être battu par l'homme. Lorsque Dunki a voulu le protéger, il a immédiatement reçu un coup de poing au visage. Les hommes ont déclaré que sans leur gentille et belle dame, personne ne les aurait accueillis. Si-Ging se souvenait comment ils avaient supplié Shi-Yen de ne pas les vendre, mais elle n'avait éprouvé aucune pitié, et maintenant ils souffraient. À ce moment-là, ils ont essayé d'appeler discrètement l'un de leurs frères. L'une d'elles, en recevant le médicament, refusa de croire qu'il lui avait été donné par une femme maléfique. Beiji confirme à ses dires, expliquant que ce médicament lui avait sauvé la vie, ainsi qu'à son frère. Dunchi était tué et ne voulait absolument rien prendre à cette femme maléfique. Beiji, réalisant qu'il ne parviendrait pas lui-même à le convaincre, demanda à Xiting d'expliquer aux frères que le médicament pouvait leur sauver la vie. Si-Sang, qui prenait soin de ses frères, a confirmé que les médicaments pouvaient effectivement aider.
Finalement, ils furent convaincus et en quelques minutes, les garçons goûtaient déjà la citrouille. Beige sait souvent que son frère aussi avait un bras cassé et se demanda s'il était toujours forcé de travailler. Avant qu'il puisse répondre, une biche vola dans sa direction et brisa le bol. Immédiatement, une femme apparut, leur propriétaire très en colère. En voyant Beiji et Xiqing, elle se contenta de sourire et supposa qu'ils étaient venus nourrir les frères. Voyant un tel amour fraternel, Xiongzhou a même voulu les acheter tous les deux. Mais Xiqing n'allait pas se fider si facilement et a déclaré que ce n'était qu'un RKVE. Pour cela, il reçut immédiatement une gifle de la part de la femme, qui estimait qu'il n'osait pas dire une chose pareille. Xiongzhou les traitait avec mépris, les considérant comme des serpents sales, laids et à sang-froid qui méritaient la tombe. La jeune fille ordonna à ses hommes de saisir les vilains petits. Sican, tentant de se libérer, continua à se battre, refusant de se soumettre. À ce moment-là, Xiong'Nai passait à proximité. Madame, si elle avait failli battre les enfants il y a quelques jours, elle avait pitié d'eux. Se souvenant de la dernière fois où Shi-Yen était perquêtée à donner sa vie pour les enfants, elle décida de l'informer d'urgence du danger. Quand la jeune fille a découvert ce qui arrivait à ses enfants, elle a été submergée par la rage et l'indignation. Alors que Xiong'Nai tentait de reprendre son souffle, elle courut rapidement pour sauver les enfants. Elle s'est approchée en courant et a commencé à crier sur les hommes, leur demandant s'ils n'avaient pas honte de faire ça. En voyant les enfants, elle a reconnu les siens et a constaté à quel point ils étaient battus. À ce moment-là, elle remarqua Xiongzhou, à qui elle avait auparavant vendu ses enfants. La femme jeta silencieusement 2 autres peaux d'animaux à ses pieds. Elle expliqua qu'elle voulait obtenir 2 autres enfants et en échange de ces peaux. Siyun, furieuse, lui marcha sur la peau en la traitant de gros ours. Elle a bien précisé qu'il s'agissait de ces petits et qu'elle n'en vendrait aucun, et aujourd'hui elle est venue les chercher tous les 4. La femme, outrée par un tel traitement, tenta de leur rappeler quel MKM avait une silhouette mince, MKM si à leur époque, les formes voluptueuses étaient préférées. Siyun a répondu que même dans un cauchemar, elle ne souhaiterait pas une telle apparence et a fait remarquer qu'elle n'avait pas un seul garçon, mais 4 enfants. La femme, qui n'avait aucun enfant, était incapable de répondre. Les hommes ont également entendu les paroles de la jeune fille et en ont confirmé la véracité. Mais Xiongzhou décida de s'en prendre aux enfants, se souvenant qu'elle les avait vendus LMKE et ne les considérait dignes que de mi-prix. Siyun la fit taire une fois de plus, déclarant qu'elle reprenait tous ses enfants. La femme était certaine que sa menace n'était que du vent, car elle avait, elle, MKM rédigé un contrat d'esclavage sur un tableau noir. Pointant les enfants du doigt, elle leur rappela qu'elle les leur avait personnellement vendus. La jeune fille ne fit que jeter un coup d'œil aux enfants du coin de l'œil pour qu'ils ne la remarquent pas, et réalisa à quel point l'ancienne maîtresse de son corps avait été cruelle. Elle continua de bluffer, expliquant que ses paroles n'étaient que du vent, qu'elle essayait de la tromper. Furieuse, Xiongzhou les invita à entrer dans la grotte afin que, si elle le souhaitait, elle puisse voir par elle Mkem. Inquiète pour Samir, Beiji lui demanda de faire attention. Dunti remarqua immédiatement qu'il s'adressait à elle comme à sa mère, ce qui le mit en rage et le rendit furieux. Beiji déclara haut et fort qu'elle les protégeait désormais, et c'était quelque chose dont il n'avait jamais osé RKVR. Pendant ce temps, dans la grotte, Xiongzhou ordonna aux hommes de trouver un contrat pour l'esclavage des garçons. La jeune fille, furieuse qu'on ait osé insulter ses enfants, décida de se venger pleinement. Elle savait déjà exactement comment elle allait s'y prendre, ou plutôt, comment elle allait utiliser son pouvoir. Entre-temps, les assistantes y ont finalement trouvé un contrat. Xiongzhou, qui voulait faire taire la jeune fille, lui montra fièrement le signe du contrat. Après avoir lu le récit, la jeune fille était véritablement convaincue que Dongqi et Nanmo avaient été vendus comme esclaves, et elle ne comprenait pas comment la maîtresse avait pu devenir folle au point de vendre ses propres enfants de manière aussi cruelle. Pendant que la femme déclarait que ses enfants étaient désormais ses esclaves, Xiyen modifia discrètement le texte sur le panneau. Lorsqu'elle eut réussi, Xiyen accusa la femme d'être illettrée.
Montrant le panneau avec le texte modifié, la jeune fille fit remarquer qu'il ne s'agissait plus d'un contrat d'esclavage, mais d'un contrat de travail ordinaire. Seong-jo, incrédule, prit la tablette et décida de vérifier LM-Cam le texte. Alors qu'elle tentait de comprendre ce qui se passait, la jeune fille affirma calmement qu'elle avait seulement accepté de confier les enfants à d'autres pendant 10 jours afin qu'ils puissent gagner 2 peaux d'animaux et commença à réclamer une compensation. La femme était tellement en colère qu'elle a saisi le panneau et l'a détruit, exigeant des explications sur la façon dont elle avait été trompée. Seong-jo ordonna à ses hommes de main de tuer la jeune fille, promettant une généreuse récompense à quiconque s'en chargerait. On ignore comment cela se serait terminé si la chamane Mei Wen et le chef de la tribu n'étaient pas intervenus. Si-yeon expliqua qu'elle allait emmener les enfants, mais que la femme refusait de les lui rendre. Malgré l'absence de Treti, Seong-jo resta ferme sur ses positions, affirmant que ses enfants étaient désormais ses esclaves. La jeune fille saisit l'occasion et demanda où se trouvait le contrat d'esclavage si elle insistait autant. Seong-jo n'avait rien à montrer, car l'enseigne, MKMA le contrat de travail, avait été détruite. Entre-temps, la jeune fille expliqua à Laogne qu'elle avait payé 2 peaux d'animaux pour que les enfants travaillent pendant 10 jours. Essayant d'apitoyer le public, les larmes aux yeux, elle a déclaré que la femme forçait ses hommes à la tuer et qu'elle-même était sans défense. Grâce à son talent d'actrice, la jeune fille a convaincu le vieil homme, qui lui a conseillé de rendre les enfants à leur mère. Mais Seong-jo refusa de laisser partir les esclaves, faisant remarquer qu'ils n'étaient que des ouvriers et que son premier associé avait été tué par un serpent. Le vieil homme l'a remis à sa place, lui rappelant qu'il ne s'agissait que des enfants de la jeune fille. Mais les problèmes de la femme ne s'arrêtèrent pas là. Soudain, son serviteur lui expliqua que leur cible avait disparu. Si-yeon savait que dans le monde des humains, le sel était une ressource rare et que les femmes et les enfants en avaient besoin pour leur consommation directe. Alors que Seong-jo accusait la jeune fille d'avoir volé le sel, celle-ci ne s'attendait pas à qu'être remarquée si rapidement. Si-yeon restait convaincue que personne ne la soupçonnerait et a nié calmement les faits, affirmant qu'il s'agissait de calomnie. Seong-jo, bien sûr, n'y crut pas et ordonna une perquisition. La jeune fille se tourna de nouveau vers Laogne, lui demandant s'il était possible d'accuser quelqu'un de leur tribu sans preuve. La personne FJJ n'a pas compris et lui a demandé directement ce qu'elle voulait dire. La jeune fille expliqua que si Seong-jo ne trouvait pas de sel près d'elle, elle exigerait une compensation et des excuses officielles. Seong-jo ne voulait pas accepter, mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle y était persuadée que si Yen avait volé le sel et décida que si cela y était vrai, elle prendrait tous ses enfants. Les enfants regardaient leur mire avec peur, ne sachant pas ce qui allait leur arriver dans quelques minutes. Si Yen-hee accepte les conditions, mais à la condition que la recherche ne soit pas menée par Seong-jo. Elle s'est donc tournée vers la chamane, connaissant son autorité. Si Yen était assurée que personne ne trouverait rien, car tout était caché dans la poche spatiale. Et elle seule peut l'ouvrir. Elle a donc autorisé la fouille en toute confiance, sachant que personne ne trouverait rien sur elle. Comme prévu, le chaman a confirmé qu'aucun sel n'avait été trouvé. Seong-jo, refusant de s'excuser, continua d'affirmer que le sel lui appartenait. Madame le vieil homme ne put supporter ces accusations et lui ordonna de se taire. Malgré la confirmation du mythe des saints que la jeune fille n'avait pas de sel, la femme ne s'est toujours pas calmée. Elle ordonna donc à Seong-jo de tenir sa promesse, ne lui laissant aucune possibilité de refus. À ce moment-là, la jeune fille confirma les paroles du vieil homme, lui rappelant qu'elle lui devait ses 2 peaux. Sans hésiter, Seong-jo ordonna à ses hommes de remettre les peaux à la jeune fille. Après avoir perdu l'indemnisation, Xi-yen a ordonné à ses enfants de rentrer chez eux. Don-chi pouvait à peine contenir sa douleur, car il avait des os brisés pendant la bataille et il avait dû rentrer chez lui à pied. Samir ne put s'empêcher de le remarquer et regarda immédiatement son fils avec une attention soutenue. Elle se souvenait d'une conversation avec un Aoni, au cours de laquelle elle avait appris que le bras du garçon avait mal poussé et que sa jambe avait également été cassée pendant la bagarre. La jeune fille a donc échangé sa peau contre des pilules pour aider Don-chi.
Sion a demandé s'il pouvait rentrer chez lui à pied, mais le type n'a même pas voulu lui parler. Le garçon détestait sa mire pour l'avoir trahi et tout dialogue était superflu. La jeune fille sourit simplement devant son actement et le prit silencieusement dans ses bras. La surprise se lut sur le visage du garçon. C'était la première fois qu'une méchante fille le prenait dans ses bras. Cependant, il ne lui faisait pas confiance et était convaincu qu'elle voulait lui faire du mal. Il s'est alors immédiatement mis à crier, exigeant qu'on le laisse partir, car elle n'avait aucun droit de le retenir. Comprenant qu'elle n'allait pas le lâcher, le garçon décida de lui mordre la main. Sion dut le laisser partir, l'avertissant qu'une bagarre pourrait rendre le traitement de la jambe inutile, même pour le meilleur médecin. Donkey, furieuse, répondit que même si c'était vrai, cela ne la concernait pas. La jeune fille comprit que sa colère envers la femme qui l'avait vendue était parfaitement justifiée. De plus, les fractures lui causaient encore plus de douleur, faisant de chaque mouvement un véritable supplice. Finalement, Donkey n'a pas pu supporter plus longtemps et s'est tout simplement effondré aux pieds de la jeune fille. Ses jeunes frères accoururent aussitôt, inquiets de l'état de leur frère aîné. Sion le prit de nouveau dans ses bras, réalisant qu'il serait beaucoup plus difficile de faire reconnaître son autorité par les autres. Arrivée à la grotte, elle décida de commencer à soigner Nanmo. Le garçon qui la regardait n'en croyait pas ses yeux, car il ne se souvenait pas qu'elle ait jamais été aussi gentille. Pendant ce temps, Donkey gisait à proximité, supportant à peine la douleur. Sion constata qu'il était dans un état critique et qu'il ne pouvait pas s'en sortir seul. Comprenant qu'elle allait devoir faire appel à ses compétences, elle demanda à Xiqing de le descendre au sol. Son pouvoir élémentaire lié à l'arbre avait un effet curatif, offrant une chance de soigner une fracture. Elle était sûre qu'au moins cela soulagerait ses souffrances. Les autres enfants observaient attentivement les agissements de la jeune fille, supposant que cette femme maléfique n'était peut-être qu'une prêtresse. Ils étaient inquiets et espéraient qu'il n'arriverait rien de grave à leur frère Aoni. Quand Dunchi s'est senti mieux et a cessé de crier de douleur, la jeune fille lui a demandé depuis combien de temps elle s'était blessée. Mais comme prévu, il ne voulait pas lui parler. Sion se tourna alors vers Beiji, avec qui elle entretenait les meilleures relations. Le garçon répondit tristement que cela faisait 15 jours qu'il s'était cassé la jambe. La jeune fille s'est rendue compte que sa main n'avait pas été correctement fixée et que les deux mains avaient poussé de manière anormale. Elle se sentait insultée car le garçon n'avait que 5 ans et souffrait déjà tellement. Cependant, Sion décida d'aider, expliquant qu'elle voulait remettre l'os en place et lui demanda sa permission. Comme d'habitude, le garçon avait ordonné de ne pas le toucher. Mais s'il mourait, cela ne la regardait pas. À ce moment-là, Xiting demanda ce que signifiait remettre un os en place, et la jeune fille expliqua que cela signifiait le casser à nouveau et le réparer correctement. Montrant sa jambe du doigt, Sion a souligné que la situation était la même. Dunchi, convaincu que la jeune fille voulait seulement le torturer, se mit à lui crier de ne pas le toucher. La jeune fille a dit qu'elle soignerait l'os, mais que s'il la détestait, elle pourrait le frapper avec la même main. Dunchi ne comprenait pas pourquoi elle lui posait la question, car elle faisait toujours les choses à sa manière. En continuant à observer le visage du garçon, Sion réalisa qu'il la détestait plus que tout. En se remémorant l'intrigue du roman, elle réalisa que cet homme voulait lui fêter la vie plus que quiconque. Elle n'avait donc d'autre choix que de soigner le garçon, espérant que cela changerait le cours de l'histoire. Pour son traitement, Sion allait à nouveau utiliser l'éliment du bois. Mais, se rendant compte de son hostilité, elle le fit immédiatement taire. Appris cela, la jeune fille lui ordonna d'arrêter de rêver et de se souvenir qu'il ne pourrait jamais la tuer de son vivant malgré sa haine. Appris ces paroles, la fillette commença à lui faire mal à l'os. Sans que les tissus qui lui barraient la bouche, le garçon aurait hurlé. Lorsque Sion eut terminé le traitement, le garçon s'effondra faiblement sur le lit, peinant à tenir debout. La jeune fille elle-même n'était pas sûre que tout allait bien, alors elle a décidé de surveiller sa température la nuit. Mais au fond, elle voulait vraiment qu'il endure tout cela. Le lendemain matin, la fillette a préparé un panier entier de légumes pour le garçon et les autres enfants. En chemin vers la grotte, elle entendit un bruit étrange, si fort que même les oiseaux en eurent peur.
À ce moment-là, Beiji, effrayé, accourut vers elle, se dépêchant de lui annoncer la nouvelle alarmante. Il lui annonça que leur frère Anoa s'était échappé de la grotte, ce qui choqua la jeune fille. Elle était stupéfaite que le garçon, même sans bras ni jambes, essaie encore de s'enfuir, comme un petit garçon tordu. À son retour, Kiyon ordonna à Nanmo de rester à la maison, car il ne s'était pas encore remis de ses blessures. Elle expliqua aux autres enfants qu'ils devaient retrouver leur frère et le ramener, car ses os n'étaient pas encore consolidés. En regardant Beiji, la jeune fille se souvint que, dès son arrivée dans ce monde, eux-mêmes avaient fui devant elle. Elle comprenait que le garçon n'avait pas pu aller loin à cause de ses blessures, et elle ne pouvait pas le chercher car il ne reviendrait pas. Soudain, Seongnam arriva à la grotte et se mit à crier, demandant ce que faisait la jeune fille, car Laoni convoquait une réunion. En chemin vers le lieu de la réunion, la jeune fille demanda la raison, et on lui répondit que c'était probablement à cause du feu sacré. Sion apprit que le feu sacré est l'âme du peuple, et que s'il s'éteint, la tribu semble perdre la raison. La jeune fille se souvenait qu'à cette époque, les gens ne savaient pas encore comment faire du feu par eux-mêmes. Ainsi, cette unique source de feu devint un symbole de vie pour toute la tribu, comme le battement de Kunjour des hommes. Sion décida de découvrir d'Eosh venait le feu dans le pass, car la question lui semblait logique. La femme fut surprise, mais elle expliqua que le feu sacré était un don du dieu des animaux et que seuls les enfants consacrés par le feu pouvaient grandir en bonne santé. La jeune fille écoutait avec lassitude son récit passionné, réalisant que cela n'avait pas tant d'importance pour elle, car elle savait elle-même comment faire du feu. Il semblait que Mkame Seongnam s'inquiétait davantage pour elle qu'elle Mkame, car sans protecteur masculin, la situation restait dangereuse. Comprenant qu'il était inutile de discuter avec Siyen, Seongnam s'approcha des autres femmes, cherchant de la compagnie. Dit que Shiyeon s'éloigna, Seongjo apparut aussi devant elle, et la jeune fille remarqua qu'elle Mkmese avait l'air d'une paria. En regardant autour d'elle, elle réalisa que sans son mari à ses safeties, elle se sentait vraiment comme une étrangère au sein de la tribu. Unaon était déjà présente à la réunion et remarqua que son neveu regardait Ji-yen avec curiosité. Elle lui demanda donc de manière inattendue s'il voulait s'accoupler avec elle, ce qui surprit l'homme. Jekeni, il répondit qu'elle disait n'importe quoi, tentant d'éluder la question. Mais la femme en était sûre car tout le clan savait qu'il avait demandé Chien en mariage et qu'elle l'avait déjà y conduit. Bien que la femme ait remarqué que la jeune fille avait un peu changé récemment, elle ne pouvait pas prédire à quel point. De plus, Tyson est le seul homme de la tribu, au cours des 100 dernières années, à avoir éveillé un sang d'outils de capacités spéciales, et il est devenu l'espoir de toute la tribu. Elle décida donc qu'il valait mieux choisir Seongnam Plutft que la petite Chien, mince et brune. Mais avant qu'elle puisse consulter Tyson, elle remarqua qu'il avait soudainement disparu. Elle vit bien de fait que le garçon se dirigeait droit vers la fille. Sian lui demanda d'un seul regard ce qu'il avait oublié près d'elle. L'homme expliqua en détail que, puisqu'elle n'avait pas d'homme, le vieil homme l'avait envoyée pour la protéger. Comme prévu, la jeune fille ne croyait pas vraiment à ses paroles. Cependant, en observant les autres femelles entourées de mâles, Xiyen a suggéré que cela était peut-être vrai. Alors, bien que sans grand enthousiasme, elle laissa le garçon rester à ses safeties. Mais elle remarqua aussitôt qu'il se tenait trop près et tenta de s'éloigner un peu. Pendant tout ce temps, Jeongjo, mécontent, les observait. Elle s'efforça de contenir sa colère, considérant la jeune fille comme une femme pitoyable et altruiste. Mon ami a remarqué que cette fille n'était pas du tout altruiste. Après tout, à ses d'elle se tient Tyson, le premier guerrier de la tribu. Mais Seongjo n'allait pas abandonner si facilement et croyait que tout n'était pas perdu. À ce moment-là, la jeune fille remarqua que Beiji l'appelait dans les buissons. D'après lui, ils ont retrouvé le frère aîné, mais celui-ci prévoyait de se venger et d'incendier la grotte de Seongjo. La jeune fille se demandait d'où le garçon tenait le feu. Plus tard, elle a supposé qu'il l'avait sans doute apporté de chez lui. Sien savait que la situation était grave, car elle ne s'inquiétait pas pour la grotte de la femme, mais pour le fait que tout le monde savait que le feu sacré s'était éteint, alors que Donchi le détenait encore.
Contrairement aux autres, elle savait d'où lui venait cette flamme. Alors, lorsque tout le monde découvrira l'existence du feu sacré, chacun associera sa disparition à sa famille. Sans rien expliquer à Tyson surpris, Xiyen courut rapidement vers la grotte. Pendant ce temps, Xi-Ching, un safety du garçon, se tenait pris de la grotte et disait à son frère de ne pas faire de bêtises. Mais Donkey était déterminé, car il lui était déjà devenu infirme à cause d'elle, et il voulait se venger. Et était Mkme Parkade à donner sa vie pour cela. Il y avait indifférent à tout, car il considérait sa vie comme sans valeur et inutile à quiconque. Seeking Waikuta and Silence Son Reset, les larmes aux yeux, souffrant de cette injustice. Soudain, la voix de leur mère se fit entendre derrière eux, faisant remarquer que Duki n'était pas du tout une erreur. Après tout, à un si jeune âge, il apprend déjà à mettre le feu aux poudres. Donchi ne comprenait pas comment elle en lui était arrivée Lani ce qu'elle voulait, car c'était elle qui l'avait trahi, et elle n'avait pas à se soucier de savoir s'il agissait correctement. Mais malgré tout, Xiyen et Kantake s'en... Quand MKM est venu le trouver pour essayer de l'arcter. Mais, comme toujours, le garçon a répondu à l'homme que cela ne la regardait pas. S'approchant, elle dit qu'il ne voulait pas incendier la grotte de la femme, mais la sienne. Elle a ajouté que s'il en avait le courage, il devrait mettre le feu à la femme qui l'avait vendue. Le garçon n'en pouvait plus et se mit à hurler, exigeant une explication sur les raisons de sa vente et répétant qu'il voulait la brûler vive. Après tout, il n'avait pas peur de la faim ni du froid. Il n'avait même pas peur de se battre, mais il ne comprenait pas pourquoi on l'avait vendu. Xiyen comprit qu'elle ne pouvait pas répondre à sa question, alors elle promit de ne plus jamais le vendre à personne. Donkey a balayé la question d'un revers de main et a déclaré qu'il ne lui ferait plus jamais confiance. Après tout, elle l'a déjà vendu, alors elle le refera. Voyant que le garçon n'avait pas changé d'humeur et qu'il essayait toujours de mettre le feu à la grotte, la fille tenta de l'arrêter. Bien que Xiyen ait attrapé le garçon, la torche lui échappa des mains et tomba directement dans la grotte de la femme. Comme il y avait du foin sec, le feu a ravagé toute la grotte en quelques secondes. Saisissant Dongchi, elle ordonna à Xi-Ching de ramener son frère chez lui. Et elle a demandé à Beiji de prendre soin de son frère aîné. C'est alors, malgré les supplications de son fils, que la femme se jeta dans le feu. Saisissant la peau, Xiyen tenta d'éteindre les flammes. Mais elle n'eut pas le temps, car tous les membres de la tribu s'étaient rassemblés à cause de la fumée, ainsi que Xiongzhou, qui commença à l'insulter et à l'accuser d'incendie criminel. Elle a également indiqué que c'était la jeune fille qui avait volé le feu sacré et détruit la grotte avec. Tyson s'apprêtait à se précipiter après la jeune fille, mais une autre fille l'arcta, faisant remarquer que c'était dangereux. Pendant ce temps, Xiyen tentait en vain d'éteindre l'incendie, réalisant que la peau seule ne résoudrait rien. Soudain, elle remarqua une poignée de sable à proximité. Elle s'en empara et commença à verser du sable sur le feu, qui s'éteignit peu à peu. Dites que les flammes se furent éteintes, l'ancien commença à l'accuser d'avoir éteint le seul feu de la tribu. La jeune fille était irritée car elle avait d'abord dû éteindre le feu pendant que Xiongzhou criait, et maintenant elle devait supporter les reproches. Xiongzhou décida de saisir sa chance et de convaincre tout le monde que la jeune fille avait d'abord volé le feu, puis mis le feu à la grotte et enfin l'avait complètement détruite. Son ami a immédiatement appuyé cette version, faisant remarquer que Xiyen était une espionne d'une autre tribu, envoyée pour détruire la leur. Tandis que Laoni pleurait le feu éteint, Xiyen tentait de prouver qu'elle n'était pas une traitresse. Soudain, Tyson a pris sa défense, faisant remarquer qu'elle n'était pas celle qu'on l'accusait d'être. D'autres hommes se sont déjà exprimés contre la jeune fille, faisant remarquer qu'elle n'avait rien fait pour la tribu depuis des années et qu'aujourd'hui, c'est elle qui a éteint l'incendie. Xiongzhou, qu'elle avait tant recherché, commença à exiger que la jeune fille soit expulsée de la tribu. Pendant ce temps, en observant Dunki qui blâmait sa mire, il ne comprenait pas pourquoi toute la faute lui était imputée alors que c'était lui Mkem qui avait commis l'acte. Il y avait sur le point de partir et d'avouer à tous les véritables coupables, mais Beiji l'en a empêché.
Beiji leur expliqua qu'ils devaient faire confiance à leur mère, car elle trouverait forcément une solution. En fait, la jeune fille y avait déjà pensé et elle disait que si elle était expulsée, la tribu ne pourrait jamais allumer le feu sacré. Lorsque Laoani lui demanda ce qu'elle voulait dire, la jeune fille expliqua que tout comme elle pouvait l'éteindre, elle pouvait aussi l'allumer. Le vieil homme, pour qui le feu était le sens de la vie, ne put d'abord croire ses paroles. Siagne a confirmé sa promesse, mais a fait remarquer que si elle quittait la tribu, elle ne pourrait pas rallumer la flamme. Réalisant que la situation pourrait ne pas tourner à son avantage, Xiongzhou tenta une nouvelle fois de convaincre le vieil homme que la jeune fille mentait. Cependant, après avoir pesé le pour et le contre, le vieil homme promit qu'une fois que la jeune fille aurait allumé le feu, personne n'oserait la chasser. Xiongzhou Whitehead indigné par la décision du dirigeant, mais il ne pouvait s'y opposer. Xian décida également de ne pas rester redevable envers la femme et déclara qu'elle allumerait un feu sacré si Xiongzhou quittait la tribu Yangxiang. La tribu n'était pas presse de satisfaire à ces conditions, car il y avait déjà peu de femmes, alors elle lui proposa autre chose. Mais la jeune fille insista. S'il ne parvenait pas à chasser la femme, il devait oublier l'incendie pour toujours. Comprenant qu'il n'y avait pas d'autre solution, la tribu la supplia de rallumer le feu sacré. Xian se tourna alors vers le grand dieu bestial et déclara que même si la tribu ne remplissait pas les conditions requises, elle rallumerait tout de même le feu. Cependant, elle s'est également tournée vers Tyson, le qualifiant de brave guerrier du dieu des bêtes, et lui a demandé de l'aider à rallumer les flammes. Le garçon, qui appréciait beaucoup la fille, accepta avec joie de l'aider. Elle lui demanda de s'approcher pour que lui seul puisse entendre ses paroles. Après cela, il prit du foin et s'approcha de l'endroit où le feu venait de s'éteindre, mais où la flamme ardente couvait encore. Les gens ont été stupéfaits lorsque le feu s'est déclaré à nouveau. En observant Xiyan, l'homme la trouva belle et nappe, et Mkmei dans ce monde dangereux, elle restait sans protecteur masculin. Tyson décida qu'il devait la protéger lui Mkmei si la jeune fille aurait pu se débrouiller seule. Pendant ce temps, d'autres membres de la tribu continuaient de se réjouir du rallumage du feu sacré. Tout le monde y était content, à l'exception de 2 femmes qui n'appréciaient pas l'événement, mais de la personne qui avait allumé l'incendie. Pendant ce temps, les enfants restaient assis dans la grotte, attendant le retour de leur mère. Voyant que Dunki était assis plus tranquillement que les autres, elle lui demanda Oshite son courage, avec lequel il mit le feu à la grotte et fit mourir de peur tout le monde. Cependant, une fois rentrés chez eux, il n'osa même plus la regarder. Soudain, Xian remarqua que le garçon semblait très bouleversé et que des larmes étaient sur le point de couler de ses yeux. Mais, déclarant une fois de plus que cela ne la dérangeait pas, il se cacha sous la couverture. Xian voulait ajouter quelque chose, mais elle n'en eut pas le temps, car Beiji, affamé, s'approcha d'elle. Le soir venu, le garçon était toujours allongé sous la couverture et n'avait ni mangé ni bu pendant tout ce temps. Elle a même commencé à craindre qu'il ne meure accidentellement de faim ou d'asphyxie. Alors, le prenant dans ses bras, la jeune fille décida de le nourrir elle Mkmei. Dunki ne voulait pas manger dans ses mains, elle a donc dû ruser pour qu'il lui donne à manger. Puis il se souvint qu'elle y était une mauvaise femelle pour lui, et il se remit à crier, refusant de manger. La jeune fille a déclaré que même si elle était une mauvaise femme, elle l'obligerait non seulement à manger, mais aussi à l'appeler maman. Le garçon voulait dire autre chose, mais il n'en eut pas le temps. À ce moment précis, la fille lui fourra une cuillerée de nourriture dans la bouche, et il n'eut pas le temps d'exprimer son indignation. Le matin, Beiji fut le premier à se réveiller, remarquant que Samir s'apportait à partir quelque part. Xian expliqua qu'ils avaient besoin de manger et qu'ils étaient allés chasser. Ces paroles se réveillèrent également Shi Qing, qui considérait la chasse comme une affaire d'hommes et pensait qu'elle voulait à nouveau les abandonner. La jeune fille la assure que tout allait bien se passer et qu'elle reviendrait certainement le soir MKME. Mais Shi Qing était convaincu que cette femme voulait les abandonner à nouveau. Beiji, se tournant vers ses frères, leur dit que s'ils voulaient que leur mire reste, ils devaient qu'être plus gentils avec elle. Au cours de sa promenade, la jeune fille a trouvé de nombreuses baies aux propriétés curatives.
Elle avait déjà rempli le panier et en continuant son chemin, elle remarqua une grande plante. En apercevant l'énorme salade de laitue, elle pensa qu'ils avaient déjà prévu le donneur pour ce soir. Sion retournait au piège qu'elle avait tendu avant de partir. En regardant à l'intérieur, elle vit qu'un lapin s'y était introduit. La jeune fille retourna bientôt auprès de ses enfants qui l'attendaient avec impatience. Betty accourut aussitôt vers elle, stupéfaite de tout ce qu'elle avait réussi à trouver. Sissing, quant à lui, pensait qu'il n'avait qu'à plus espérer son retour. La jeune fille demanda laquelle d'entre elles savait travailler les peaux d'animaux et, comme prévu, seule Beiji répondit. Comme d'habitude, elle a décidé d'utiliser des hucailles de serpent tranchantes et pratiques à travailler. Beiji s'approcha d'elle et lui dit d'attendre qu'il grandisse. Lorsque Chi-Ting, indigné, voulut le faire taire, Beiji lui expliqua qu'une fois qu'il aurait atteint le stade d'homme-bête de cristal violet, ses écailles lui appartiendraient. Seeking considérait son frère comme un traître parce qu'il flattait sa mire. Au bout d'un certain temps, la jeune fille travailla avec Beiji au traitement des peaux d'animaux. Seeking s'approcha d'eux et leur fit remarquer qu'ils ne devaient pas croire que seul Beiji était aussi intelligent. Après tout, le travail du cuir est une compétence de base pour les hommes-bêtes mâles, et ses frères aînés en sont également capables. Sion a déclaré calmement que savoir comment faire était une chose, mais le faire en était une autre. Après cela, elle se mit à caresser et à complimenter Beiji, tandis que Xi-Ting restait indigne et silencieuse. Après avoir découpé le lapin en morceaux, la jeune fille prit la viande et la suspendit à un arbre. Interrogée sur ce qu'elle faisait, Xi-Ting expliqua que la viande salée et séchée au vent pouvait se conserver pendant des mois. Seeking ne crut pas au début, mais la jeune fille lui dit qu'il le verrait bientôt par lui-même. Finalement, les garçons le crurent et proposèrent d'informer le chef de la tribu de cette méthode, car en hiver, de nombreux hommes béquettés meurent de faim. Si une tribu apprend à conserver les aliments, beaucoup plus de personnes survivront. Sion n'était pas presse de révéler le secret et se demandait ce que le chef et les autres membres de la tribu pensaient d'eux. Seeting expliqua d'une voix triste que les hommes béquettés n'étaient pas très gentils avec eux, mais que leur chef les traitait normalement, leur donnant parfois à manger quand ils avaient faim. Sion a elle-même remarqué comment cette femme avait aidé ses enfants dans une situation difficile avec Xiongzhou. Cependant, elle n'était pas presse de partager la méthode et décida d'y réfléchir. Entre-temps, Beiji accourut vers elle, toute joyeuse, en lui annonçant qu'il avait déjà traité la peau de l'animal. La jeune fille remarqua immédiatement les mains rouges et enfles du garçon, ce qui semblait qu'être dû au traitement de la peau. Après avoir félicité le garçon, elle a déclaré que c'était suffisant pour le poste. Le garçon arracha quelques cheveux à la fille et proposa de les utiliser comme fils. La jeune fille lui cousit bientôt une cape en peau de lapin aux longues oreilles qu'il avait lui-même taillée. Beiji hésitait car il pensait que la cape était trop petite pour lui. Sion lui a simplement dit d'essayer d'abord et de décider ensuite. Pendant tout ce temps, Xi-Ting observait, contrarié de ne pas être traité de la même manière et un peu jaloux de son frère. Entre-temps, Beiji avait déjà changé de cape et en était très contente. La jeune fille recommença à le complimenter, disant combien il avait bien travaillé, ce qui guéquena un peu le garçon. Comme c'était la première fois qu'elle le complimentait ainsi, le garçon était extrêmement nerveux. Sous l'effet de l'excitation, il prit sa véritable forme, celle d'un petit serpent. Sikoin, voyant que son frère avait changé de forme, comprit que c'était très mauvais. Il réalisa que le garçon était tellement excité qu'il ne parvenait pas à contrefler sa véritable apparence. Après tout, il savait que cette grande méchante femelle avait surtout peur des serpents. Comme prévu, Jiyan, qui avait complètement oublié leurs origines serpentines, commença à s'inquiéter. Le garçon vit la peur sur son visage et se sentit un peu triste. Malgré sa peur, elle comprit qu'elle devait s'y habituer, alors elle l'embrassa. Alors que ses frères étaient surpris par la réaction calme de la jeune fille, Beiji expliqua qu'ils aimaient être sous forme de serpentes. Pendant ce temps, en la serrant dans ses bras, le garçon sentait la fille tenter de se contrôler, lui rappelant qu'il s'agissait de ses propres enfants. Le garçon aimait tellement Samir et voulait le lui montrer par des câlins.
Soudain, il remarqua que la jeune fille était immobile. L'instant d'après, Xiyen s'effondra rapidement au sol, inconsciente. Perplexe face à ces événements, la jeune fille alla faire bouillir de l'eau et le garçon prit enfin forme humaine. Pendant ce temps, Si Qing contemplait la cape que la méchante femme lui avait offerte aujourd'hui. Elle a même brodé un hiéroglyphe portant son nom. En tenant la cape, le garçon ressentit une sensation inhabituelle. Son xianzhou battait de la chamade, comme s'il allait lui sortir de la poitrine. Ses pensées furent interrompues par sa mère, qui lui suggéra de prendre un bain. Jetant son manteau, le garçon courut rapidement vers sa mère, contrairement à la première fois. Pendant ce temps, les autres frères étaient contrariés que la méchante femme ne leur ait pas donné de cape. Et Si King hurla bruyamment, refusant de se laver les cheveux. Comme le garçon était técatu, Xiyen décida de céder à ses caprices. Après le bain, elle l'habilla de vêtements neufs. Puis elle a commencé à le complimenter, disant qu'il était mignon. Après son bain, il éprouva un sentiment de timidité mêlé de bonheur. Cependant, son esprit ne lui permettait toujours pas de pardonner à la femme maléfique, et il se le rappelait constamment. Soudain, il ressentit un désir inattendu de se transformer en serpent. En regardant sa mire, il craignait de l'effrayer. Finalement, il décida d'essayer. Si Beiji pouvait le faire, pourquoi pas lui? Alors qu'il poursuivait sa transformation, il pensait qu'au pire, il se ferait à nouveau tabasser. Xiyan, encore sous le choc de l'étreinte de Beiji, fut surprise par l'apparition de Xi Qing. Son visage verdâtre de peur exprimait une terreur intense. Le garçon se recroquevilla calmement en boule et s'endormit tout simplement. En les observant, la jeune fille réalisa qu'ils choisissaient toujours de rester sous leur forme animale. Elle se souvint aussi des paroles du garçon selon lesquelles les bébés préféraient la forme du serpent et décida de souffrir pour leur confort. Le lendemain, Xiyen retourna chasser, se souvenant que tout s'y était bien passé la dernière fois. Elle voulait voir quel genre de butin elle pourrait obtenir aujourd'hui. Mais son optimisme s'est vite dissipé, car elle n'a croisé aucun prédateur, et elle a conclu que c'était une mauvaise journée. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, elle n'a pas remarqué un oiseau qui volait à proximité. Quand je l'ai vu, j'ai compris que cette créature était bien plus dangereuse qu'un grand tigre blanc. Xiyen ne se laissa pas déconcerter et dégaina aussitôt son arme. Pire Kate a toute éventualité. Mais elle s'est vite rendue compte que la situation était grave, car les balles le blessaient à peine. Pendant ce temps, l'homme bécaté et sûr de sa force et de sa robustesse physique pensait avoir attiré son attention, et c'est seulement alors qu'il réalisa ce qui l'avait effrayé. L'apparence et la posture tendue de la jeune fille trahissaient sa peur, mais elle tint bonne. Musio supposa que la jeune fille jouait à un jeu avec lui et décida de suivre ses règles. De son côté, Xiyen pensait qu'il était impossible d'entrer en confrontation directe avec lui. S'agrippant à la liane, elle tenta de se mettre à une distance sûre de l'oiseau. Mais au dernier moment, la vigne n'a pas pu supporter le poids et la jeune fille est tombée. L'oiseau a volé sous elle et a réussi à la rattraper, la sauvant d'une chute inévitable. La jeune fille, qui avait toujours pensé que l'oiseau essayait de la détruire, était maintenant complètement déboussolée. Lorsque l'oiseau s'est posé, elle a supposé qu'il s'agissait en réalité d'une personne. À ce moment-là, l'oiseau se transforma en un homme étrange qui, lors de leur première rencontre, l'avait trouvé laide. L'homme fit remarquer que le grand Dieu des animaux est juste, car lors de l'union d'une femelle avec un mâle fort, elle reçoit sa force. Il a ajouté qu'il atteindrait bientôt le rang d'améthyste et lui a suggéré de devenir sa partenaire. Confiant en sa force et son apparence, il pensait que n'importe qui se battrait pour lui. En voyant le beau visage de la jeune fille, il y était convaincu qu'elle aussi ne pourrait résister à son charme. Mais Xiyen s'est excusée froidement et a expliqué qu'elle avait déjà un mari. Elle a ajouté qu'il est le père de ses 4 enfants. Aimée dans les conditions de l'Apocalypse, elle est restée fidèle à la monogamie. Bien qu'elle n'ait jamais vu le mari de la précédente propriétaire de ce corps, la marque du mariage lui interdisait d'en accepter un autre. La question suivante de son mari concernant la raison de ses excuses l'a surpris beaucoup.
Musiao ne comprenait pas pourquoi il avait décidé qu'elle voulait qu'il devienne son homme principal. Sion ne connaissait pas les coutumes locales et ne comprenait absolument pas de quoi il parlait. Entre-temps, l'homme, convaincu que la jeune fille s'intéressait réellement à lui, se présenta à Mu Xiao, un génie de la ville de l'Aigle Blanc, et évoqua ses préférences. Soudain, un autre homme béquetté apparut, traitant Mu Xiao d'étranger oiseau et lui rappelant que la femelle l'avait clairement rejeté. Sion n'avait pas remarqué le prédateur au début, mais elle avait ensuite aperçu un cristal sur son front. Elle a supposé qu'il s'agissait de Tyson, qui était heureux d'être reconnu. Lançant un regard hostile à Mu Xiao, il demanda à la jeune fille de se cacher dans un endroit sûr. Et il a ajouté que dès qu'il aurait terminé ses affaires, il viendrait la chercher. Pendant ce temps, Mu Xiao reprit la forme d'un oiseau et une bataille féroce s'ensuivit entre eux. En observant la bataille, Xian remarqua que la puissance de destruction dépassait même les capacités des meilleurs guerriers de l'Apocalypse. Comprenant qu'elle et Tyson appartenaient à la Mkame tribu, elle décida de l'aider. Soudain, un vent violent se leva autour de la jeune fille, provenant d'une source inconnue. L'instant d'après, elle se retrouva prise dans les griffes d'un oiseau qui s'envolait dans le ciel. Incapable de voler, le loup resta au sol et se contenta de grogner. Et puis, soudain, elle est tombée. Mais l'oiseau reprit le contrôle et le vol devint alors relativement confortable. Malgré cela, la jeune fille n'aimait pas le vol et criait pour qu'on la laisse partir car elle avait le vertige. Finalement, ils ont accosté sur une île déserte. Tentant de reprendre ses esprits après ce vol périlleux, Xian se mit en colère contre l'oiseau maudit qui l'avait emmené dans un lieu inconnu. Pendant tout ce temps, son instinct maternel s'est réveillé et elle s'est souvenue que 4 enfants affamés l'attendaient à la maison. À l'aide de cette arme, elle enroula une corde autour du cou de l'oiseau. La jeune fille le menaça et exigea qu'il le lui rende. À ces moments-là, elle oubliait qu'il était un homme bête, capable de se transformer en humain, et cette fois-ci, il l'a fait aussi. Cependant, Musiao n'avait visiblement pas compris ces allusions et croyait qu'ils partageaient des sentiments réciproques, suggérant qu'ils allaient former un couple sur le champ. Sion, en serrant encore plus la corde, remarqua qu'elle avait déjà un mâle et qu'elle n'allait pas en prendre un autre. Elle a ajouté qu'en outre, elle devait rentrer chez elle immédiatement. L'homme semblait ne pas l'écouter du tout, car les propos tenus à propos d'un homme l'avaient beaucoup surpris. Convaincu qu'il n'existait aucune autre femme aussi rare sur tout le continent, il réalisa qu'elle était un véritable trésor. Il a donc osé lui demander si elle y était sûre de pouvoir rentrer tout de suite. Sion, qui avait été malade pendant le vol, ne voulait pas vraiment revivre ça. Mais les enfants l'attendaient à la maison, probablement en colère contre elle. Le soir tomba et les enfants commencèrent vraiment à attendre leur mire. Donchi semblait le plus calme de tous, car il croyait que la femelle était déjà morte quelque part et ne reviendrait jamais. Mais Beiji a déclaré qu'il disait n'importe quoi, faisant remarquer qu'il était lui aussi inquiet pour elle. Donchi était certain que si elle avait triché une fois, elle pouvait recommencer. Et d'ailleurs, ses bras et ses jambes étaient maintenant cassés, et il se sentait comme un infirme inutile. Siting s'est alors jointe à la conversation, laissant entendre qu'il était peu probable qu'elle les quitte maintenant. Après tout, pendant tout ce temps, il avait remarqué à quel point elle avait changé, et il soupçonnait qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Beiji, réalisant qu'elle n'avait choisi que le RF de mire, ne pouvait la laisser disparaître à nouveau. Il décida donc de partir à sa recherche. Si Tianhe voulait pas laisser son frère partir seul, alors il décida de l'accompagner. Donkey ordonna également à son frère Nanmo d'accompagner Xi Qing. Quand le garçon se retrouva seul, il ne retint plus ses émotions, car il était sincèrement inquiet pour sa mère. Pendant ce temps, Qian restait assise sur le rivage, profitant de la brise marine. Soudain, les vagues ont projeté vers elle une tortue sur laquelle se trouvaient des canards de mer. À l'aide de son équipement de protection, elle les a soigneusement retirés de la coquille. Au sourire de la tortue, elle comprit qu'il se sentait beaucoup mieux. Sion Yutai fut également contente, car ces canards pourraient en servir à préparer le donor. Mais elle ne s'était pas encore rendu compte que le donor devrait qu'être reporté, car les autres tortues commencèrent à ramper vers elle.
Madame sans pouvoir parler, la jeune fille comprit à leur regard qu'ils voulaient qu'elle les débarrasse des parasites. Au bout d'un moment, elle a finalement nettoyé toutes les tortues et les a laissées nager. Finalement, ils sourirent et émit des sons incompréhensibles. Sion comprit que c'était leur façon de la remercier. Elle n'avait jamais ressenti cela dans le monde apocalyptique d'avant, mais maintenant, c'était une sensation incroyable. Finalement, Moussiao est revenu vers elle. En voyant les canards de mer, il se demanda si elle était repartie chasser. Sion ne comprit pas ce qu'elle avait dit en la voyant chasser et décida de lui demander, lui, MKM, la signification de ces paroles. Le résumé vous a plu? Vous souhaitez une suite? Y écrivez partie 2 dans les commentaires.